toutes et à tous, je me présente, Benoît Rigaud, salarié effectivement de la Fédération en tant que chargé de mission connaissances biologiques au sein du service technique de la Fédération. Alors mon exposé, moi je vais parler plus spécifiquement des espèces allochtones, féodées aux eaux continentales, donc bien sûr au milieu aquatique, et je vais parler effectivement de trois compartiments, des poissons, des crustacés et des mollusques. Alors je voulais revenir simplement sur les questions qu'on peut se poser, notamment sur la définition d'une espèce invasive. Donc c'est une espèce en fait vivante, effectivement exotique, parce que non indigène effectivement sur notre territoire, et qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité, donc la diversité biologique, autochtone, donc native, des écosystèmes qui sont naturels ou qui ont été anthropisés, donc voire semi-naturels, et totalement artificialisés, parmi lesquels effectivement une population, différentes communautés piscicoles ont pu s'établir. Alors le caractère invasif n'est pas propre aux espèces exotiques, il y a aussi des espèces autochtones, qui ont plutôt un caractère aussi invasif. Donc chaque espèce a un potentiel plus ou moins important d'invasion, qu'elle soit indigène ou non. Il y a des compétitions interspécifiques, donc entre espèces, qui provoquent effectivement une rupture de l'équilibre dynamique, de la biocénose, donc les différentes cohortes d'espèces, des différentes communautés. Et il y a aussi les facteurs abiotiques, donc c'est les facteurs externes aux biologies des espèces. Donc c'est la chimie de l'eau, effectivement, en ce qui concerne la physico-chimie, le changement climatique, et aussi le milieu physique, notamment par l'intervention humaine, qui influence l'expansion, notamment l'extension, la répartition spatiale et en termes de densité, d'effectifs pour la propagation de telle ou telle espèce. Alors, il y a certaines espèces qui sont notamment donc, exotiques, qui ont une grande amplitude écologique, qui ont une grande tolérance en fait vis-à-vis de leur milieu, enfin du milieu où du moins elles ont été implantées, et par rapport aux différents facteurs environnementaux, ça leur permet de supplanter ou non des espèces indigènes. Voilà. Alors, comment se sont-elles implantées? Effectivement, ça a été dit lors des deux précédents exposés. Ça a commencé très tôt, notamment en Europe, aux alentours du XVIIIe, voire XIXe siècle, quand il y a eu du commerce fluvial et du commerce aussi international qui a pu induire des introductions, volontaires ou non. Donc on passe sur la notion d'introduction, l'introduction délibérée, l'introduction accidentelle et les échappements. Alors concernant les introductions délibérées, forcément c'est par l'action de l'homme, les introductions accidentelles par le biais aussi de l'action de l'homme bien évidemment, mais aussi par des transports, notamment par rapport au commerce international dont je viens de parler tout à l'heure, et les échappements, là on pense plus à l'aquaculture ou à la pisciculture, notamment aux différentes activités économiques qui peuvent justement, malgré toutes les précautions qu'ils peuvent prendre, avoir des échappements dans leurs exploitations. Et alors une espèce introduite, c'est une espèce importée que l'on trouve dans la nature à l'état sauvage, après implantation volontaire ou non, mais dont les populations parviennent ou non à augmenter leurs effectifs et à se maintenir dans le temps, du fait d'une reproduction suffisante. Le fait qu'une espèce a été introduite et puisse se reproduire a pu s'adapter justement à son nouvel environnement et à trouver des facteurs positifs justement pour accomplir leur cycle biologique, c'est-à-dire la reproduction. Alors le planisphère, en bas de la diapositive, on peut voir que sur la partie hémisphère nord, légèrement, avec un filtre rouge, la plupart de ces espèces viennent effectivement de l'hémisphère nord. Il n'y a quasiment aucune espèce, du moins propre au milieu aquatique, qui provient de l'hémisphère sud. Notamment, on peut voir sur le continent nord-américain, il y a quand même beaucoup d'espèces qui ont été effectivement implantées au sein du continent européen. Il y a aussi effectivement les pays du pourtour méditerranéen, auxquels il y a certaines espèces qui ont pu migrer, qui ont pu venir spontanément aussi sur le continent européen, et effectivement d'autres espèces qui viennent plus du continent asiatique, où il y a la plupart des espèces, que ce soit des poissons ou des mollusques, qui ont pu être implantés effectivement au sein du continent européen. Voilà. Alors je reviens aussi sur la notion d'invasion biologique. Donc on a été évoqué effectivement la définition d'invasion ou effectivement d'espèces envahissantes. L'invasion propre à la définition de l'UICN, c'est une espèce qui est dite donc invasive selon l'Invasive Species Specialist Group de l'UICN, quand s'étant établie dans un nouveau domaine géographique ou un écosystème ou habitat naturel ou semi-naturel, elle y devient un agent de perturbation qui nuit à la diversité biologique, donc qui nuit aux autres espèces, et notamment les espèces natives. Et en France, on a une définition un petit peu plus précise, car on introduit aussi la notion de temps, notamment l'apparition durable. Et on parle aussi de pérennité de certaines espèces aussi dans leur milieu, que ce soit dans le règne animal ou dans le règne végétal. Et effectivement, ces apparitions sont dues soit par une activité anthropique, d'origine anthropique ou non, ou ça peut être aussi spontané,
à condition que les populations en question soient reproduites sans apport extérieur nécessaire, c'est-à-dire sans qu'on favorise une espèce exotique pour qu'elle puisse accomplir son cycle dans les milieux aquatiques. Alors il y a un petit schéma synoptique qui a été élaboré par un scientifique, Williamson, et avec ces différentes étapes, les différents cycles qu'on peut voir, il a imaginé l'implantation, que ce soit dans le règne végétal ou animal, des différents organismes, et notamment leur évolution et leur probabilité d'évolution au sein d'un écosystème. Donc effectivement, il y a tout d'abord l'implantation avec l'arrivée, l'établissement d'une population. Ensuite, un certain nombre de probabilités de ces espèces-là ont pu effectivement s'épandre un petit peu plus dans la nature, et notamment au niveau géographique, spatialement, ont pu s'étendre. Il y a aussi des espèces justement qui sont migratrices, et ça peut justement, effectivement, elles ont pu s'adapter pour coloniser des milieux très variés. Et après, effectivement, il y a aussi une probabilité de ces espèces-là qui ont pu complètement s'intégrer, s'acclimater, on va dire quasiment devenir naturalisées au milieu, et qui augmentent leur population de manière, on va dire, exponentielle, qui se sont bien établis. L'horaire de répartition aussi peut augmenter très fortement. Et ces espèces-là, justement, du fait qu'elles augmentent en densité et que leur taux de reproduction est assez élevé, peuvent modifier durablement un écosystème. Alors l'invasion des espèces. Alors les espèces piscicoles, astacicoles et mollusques ont été classées récemment, notamment par une étude, c'est ce qui est piloté par l'ADREAL en partenariat avec le CEN, pour hiérarchiser les espèces qui ont un fort pouvoir envahissant. Donc on peut voir sur ce schéma les espèces qui sont listées, qui sont dans les carrés rouges, qui sont qui sont listées sur la liste noire. Et parmi ces espèces-là, il y a le Pseudorasbora, le Silurglan, la Dressène, dit aussi moule zébré, l'écrevisse américaine, le carassin argenté, carassin doré, perche-soleil, écrevisse de Californie, amour blanc, écrevisse de Louisiane. Ces espèces-là, a priori, sont celles qu'on a pu hiérarchiser et sur lesquelles il va falloir intervenir en priorité. On a pu prioriser, on a pu mettre en avant justement ces espèces-là pour pouvoir mettre plus tard en place des plans de lutte, des stratégies en fait d'éradication. Et on a pris ces espèces-là pour lutter dans un premier temps contre elles, aux dépens des autres espèces, mais qui, elles, a priori, par rapport à leur niveau d'invasion, ont un caractère un peu plus inférieur d'invasion, et notamment en région Nord-Pas-de-Calais. Alors ça, c'est une évolution du nombre effectivement d'espèces allochtones dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors ça, ce sont les sources du réseau hydrobiologique et piscicole de l'ENEMA, donc c'est en fait différentes stations de pêche électrique qui sont d'un certain nombre sur un bassin versant, et de la partie aval jusqu'à l'amont, et qui nous permettent de connaître la richesse spécifique, c'est-à-dire la diversité de taxons qu'on peut retrouver dans le milieu. Et donc ces inventaires-là ont commencé effectivement dans les années 80, en 84, et continuent de nos jours. Donc là, vous voyez un histogramme où effectivement on voit l'évolution des espèces qui sont classées nuisibles, d'autres qui sont dites acclimatées, d'autres naturalisées, et les autochtones. On peut voir que dans les années 2000, en ce qui concerne les nuisibles, effectivement, il y a une petite tendance à l'augmentation, mais d'une année sur l'autre, on ne les retrouve pas. Par contre, elles sont toujours présentes. Le fait qu'elles soient présentes, ça veut dire qu'effectivement, elles ont pu bien s'acclimater et bien s'adapter au milieu. Alors, propre à la Fédération départementale de pêche, on a initié en 2011 une étude en partenariat avec l'ENSAT de Toulouse qu'on a baptisée Prix aux fiches. Alors, dans un premier temps, c'était pour établir des modèles statistiques et des modèles prédictifs pour savoir si les populations, les communautés piscicoles au sein des différents bassins versants du département du Pas-de-Calais étaient conformes ou non à une population attendue. Et grâce à cette étude-là, on a pu, par le biais d'échantillonnage piscicole, on a pu savoir si effectivement, par rapport aux espèces autochtones et allochtones, les identifier sur certains tronçons de certains bassins. Alors sur la diapositive à gauche, vous voyez effectivement un code couleur avec un gradient précisant un petit peu les effectifs, le nombre de taxons d'espèces non indigènes. Et on peut remarquer qu'effectivement sur le bassin de Douty, limitrophe avec la Somme, la tête de bassin a été colonisée par ces espèces. Et concernant les secteurs géographiques, notamment les parties en beige, donc ce sont plutôt des cours d'eau dits de seconde catégorie, donc cyprinicoles, on voit très bien qu'en direction du nord du département, au niveau du delta de la A, des cours d'eau qui ont été fortement eutropisés et fortement recalibrés et reprofilés,
effectivement, on voit qu'il y a un gradient assez quand même élevé d'espèces non indigènes sur ce secteur-là. Et à droite de la diapositive, justement, c'est le gradient inverse, pour justement connaître le pourcentage d'espèces autochtones qui sont connues dans nos cours d'eau. Alors je vais prendre 3 exemples, un exemple par catégorie. Donc concernant la faune piscière, j'ai choisi l'amour blanc. Donc effectivement, c'est une espèce qui n'est pas autochtone, qui est originaire d'Asie orientale, originaire du bassin de l'Amour en Chine et puis du Yangtze aussi, mais présente aussi au Vietnam. Elle a été introduite en France dans les années 60, en 1957. Au début, c'était simplement pour un poisson ornemental, donc propre au bassin de particuliers ou de plans d'eau gérés par des communes. Et c'est une espèce qui a un régime alimentaire assez particulier car elle est strictement herbivore. Donc c'est une espèce qui se nourrit exclusivement de végétaux aquatiques. Il affectionne particulièrement ça. C'est une espèce plutôt gloutonne et puis qui a un taux de croissance assez élevé. Concernant cette espèce, au niveau réglementaire, il n'y a aucune protection, aucun texte qui privilégie sa protection ou sa conservation. Et par contre, elle est mentionnée justement sur des articles du Code de l'environnement, notamment l'article 432-10 qui la concerne, car c'est une espèce qui est interdite d'introduction sans autorisation. Et aussi, c'est une espèce justement qui peut être cataloguée, enfin qui peut être caractérisée par l'article L251.3 du Code rural, qui considère comme nuisible tout organisme animal, végétal ou autre qui peut porter préjudice aux végétaux. Je vous le rappelle, à l'instant, je viens de vous dire que c'était une espèce qui était herbivore. Alors ensuite, on peut voir que cette espèce-là peut avoir des impacts positifs, mais aussi négatifs, que ce soit sur le milieu, sur les activités économiques humaines, sur l'homme, et puis aussi sur l'aspect sanitaire. Alors, dans le tableau, on ne voit pas très bien, mais concernant sur le milieu, c'est un impact positif parce que ça peut réguler l'expansion d'une espèce végétale hydrophytique, c'est-à-dire un végétal aquatique qui peut se répandre très facilement dans le milieu. Et donc, par le biais d'introduction de cette espèce-là, a priori, certains, du moins pseudo-gestionnaires, désiraient effectivement que ce poisson faux quart-d'heure puisse effectivement limiter l'expansion de tel ou tel végétaux. Et concernant les impacts négatifs, comme je vous l'ai dit, il y a des espèces en fait autochtones qui ont besoin comme substrat de ponte de végétaux aquatiques. Donc, comme cette espèce-là mange exclusivement des végétaux aquatiques, ça nuit justement à la reproduction d'autres espèces. Je prendrais par exemple le brochet, qui a besoin effectivement d'un substrat de ponte végétal. Concernant les activités, enfin les impacts négatifs sur l'homme, c'est par rapport aux désagréments que ça peut causer effectivement dans les eaux closes, dans les plans d'eau, mais aussi par exemple à différents usages. Ça peut déranger aussi les gibiers d'eau justement, donc par rapport à la chasse, effectivement il y a un inconvénient. Sur la santé humaine, c'est surtout par rapport sur les activités humaines, excusez-moi, c'est surtout sur l'économie en fait, car beaucoup de pisciculteurs effectivement élèvent cette espèce et on la retrouve couramment aussi dans les jardineries, dans les différents commerces. Comme poisson ornemental. Et en bas à gauche de la diapositive, on peut voir aussi une carte de distribution. Donc certes, c'est au niveau régional, il y a un gros point d'interrogation, mais comme cette espèce-là n'a pas été introduite dans les eaux libres, dans les eaux courantes, mais elle a été quasiment systématiquement introduite dans les plans d'eau, retenues, étangs, au niveau régional. Et donc effectivement, il n'y a pas eu de cartographie exhaustive de sa présence faite dans ces eaux stagnantes. Alors on va passer justement, en ce qui concerne les espèces astacicoles, on va passer à l'Orconectes limosus, l'écrevisse américaine, donc originaire de la côte est des États-Unis et introduite au début du XXe. C'est effectivement une espèce nuisible qui est susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques par rapport à l'article du Code de l'environnement R432.5. Sa commercialisation est autorisée sous réserve d'en justifier effectivement l'origine, par rapport à l'article 436.14 du Code de l'environnement, et le transport à l'état vivant a été interdit, puis autorisé en 2006, suite à l'abrogation de l'article 432.11. Donc effectivement, la commercialisation, c'est plus par rapport à la restauration, c'est une espèce effectivement qu'on peut retrouver et que les hôteliers, les restaurateurs utilisent dans leur préparation culinaire. Les impacts qu'a cette espèce, on va commencer sur les impacts plutôt positifs. Alors, bon, elle n'en a pas beaucoup. Comme je vous disais à l'instant, c'est plus par rapport à son usage, enfin, à son utilité économique.
par rapport à la restauration. Et sur les activités humaines, c'est plus effectivement de la culture, de l'élevage. Et sur les impacts négatifs, c'est une espèce justement qui est porteuse d'un champignon, porteuse saine d'un champignon, et qui justement ce champignon-là provoque ce qu'on appelle la peste de l'écrevisse. C'est un champignon qui envahit effectivement la carapace de ce crustacé et qui la fragilise. Et nos espèces autochtones, nos écrevisses, par exemple l'écrevisse à pied blanc, à pattes rouges, et aussi l'écrevisse des torrents, peuvent en pâtir justement de ce champignon-là, qui est l'équivalent un petit peu chez nous de la maladie des os de verre. Alors un exemple, si on s'en est mollusque, notamment un bivalve, son nom vernaculaire on l'appelle la moule zébrée, son nom scientifique c'est la Dressena polymorpha. Elle est originaire de la mer Noire et de la mer Caspienne. Elle est arrivée effectivement au siècle dernier. On n'a pas beaucoup de connaissances sur cette espèce-là. Au niveau réglementaire, il n'y a pas non plus de mesures de protection ou de conservation. C'est une espèce certes exotique, mais qui a quand même beaucoup de points positifs, d'impact positif sur le milieu, car c'est un organisme filtreur. Donc ça peut effectivement, concernant par exemple le développement anarchique de phytoplancton, voire de cyanobactéries, peut quand même réguler, du moins participer justement à filtrer ces eaux-là. Sur les autres espèces, il n'y a pas vraiment de compétition avec d'autres bivalves. Elle est très peu mobile, hein. C'est une moule, elle a un byssus, hein. Il lui faut un support dur effectivement pour s'implanter, mais par exemple lors de la reproduction, effectivement c'est des larves véligères qui sont transportées bien évidemment par les courants. Sur les activités humaines, ça sert, comme je vous le disais à l'instant, de bioindicateur, car c'est un organisme filtreur. Et puis c'est un bivalve en fait qui porte préjudice par rapport à sa famille. Les mollusques ne portent pas beaucoup n'est pas non plus néfaste. Alors l'invasion, les raisons. Alors bon, les invasions subspontanées, ça dépend des espèces. Je peux prendre par exemple l'espèce le Pseudorasbora, qui spontanément, enfin pas spontanément, mais a été introduit, qui vient du continent asiatique, qui dans les années 30 a été détecté dans l'ex-URSS et ensuite a colonisé l'Europe par le biais justement des corridors fluviaux. Donc spontanément, il y a eu dans la littérature un cas d'introduction comme poisson fourrage dans le département de la Sarthe. Donc ça a pu coloniser effectivement le bas du bassin de la Loire. C'est un poisson aussi d'aquariophilie. Et c'est un poisson effectivement à la base fourrage donc pour les espèces carnassières autochtones. Concernant aussi les invasions anthropiques, donc dues par les activités aquacoles et piscicoles, et notamment concernant par exemple prenant l'espèce carpe, la carpe miroir, et notamment la commune, et bien évidemment, et puis aussi à côté on peut voir l'amble de fontaine, sont considérés comme des poissons sportifs. Donc ça a quand même un intérêt halieutique aux yeux des pêcheurs. Il y a aussi la modification anthropique des habitats, donc on parle de dégradation du milieu, bien évidemment. On parle de milieux fortement anthropisés, comme les canaux, les wateringues, les watergangs, qui sont reprofilés, recalibrés. Donc il y a des perturbations conséquentes qui, justement, peuvent bénéficier à certaines espèces qui sont hyper tolérantes par rapport à ces milieux-là et peuvent donc proliférer. Il y a aussi la modification des structures écosystémiques, on parle du réseau trophique, la chaîne alimentaire. Il y a des compétitions interspécifiques, notamment par rapport à leur activité alimentaire. Et donc il y a aussi la tolérance de ces espèces-là, qui peuvent donc être ubiquistes selon les milieux, aussi bien en cours d'eau, dans les grands fleuves, mais aussi dans les plans d'eau, les mares, les étangs, où ils peuvent justement proliférer, car ils ont une grande amplitude écologique. Il y a la variabilité génétique aussi, le fait d'introduire une espèce, il peut y avoir des hybridations, notamment l'exemple entre le carassin commun et le carassin argenté, mais aussi avec la carpe commune. Et il y a aussi le taux de reproduction qui peut être élevé, qui est en étroite relation justement avec l'augmentation de l'exploitation des ressources trophiques et qui est effectivement directement lié aussi à l'augmentation de l'horaire de répartition. Alors les impacts, justement, concernant les invasions, il y en a trois types d'impacts. Il y a l'impact effectivement écologique, hein, ce sont des causes directes de la perte de la biodiversité aquatique, effectivement de la régression de certaines communautés piscicoles, l'instabilité ou disparition d'espèces, bien évidemment, par rapport aux différentes communautés. Sont aussi une cause d'homogénéisation de la faune piscicole et des écosystèmes. Tout à l'heure, j'ai parlé justement de l'exemple de l'amour blanc, c'est une espèce, donc je le rappelle, herbivore qui porte préjudice aux autres espèces dites phytophiles, donc qui ont besoin justement pour pondre de végétaux aquatiques. Il y a aussi la perche-laye, il y a une illustration sur le bandeau de mon diaporama, vous pouvez voir la première photo, c'est cette espèce-là. C'est une espèce originaire du nord des États-Unis,
qui prolifère assez bien, notamment dans les eaux stagnantes. C'est une espèce qui a un préférendum, notamment au niveau thermique, c'est-à-dire que les eaux froides et plutôt fraîches ne lui conviennent pas justement pour son mode de reproduction. Elle préfère plutôt des eaux plus ou moins, on va dire, tièdes. Et ces espèces-là, en fait, peuvent proliférer, mais dans les eaux plutôt stagnantes, et je dirais même les eaux plutôt eutrophes. Et c'est une espèce assez vorace, donc un régime plutôt omnivore, mais qui peut s'attaquer quand même aussi aux alevins, et notamment aux pontes de différentes espèces autochtones. Il y a un impact sanitaire, car il y a certaines espèces qui véhiculent effectivement des agents pathogènes. J'ai cité l'exemple du cendre, qui est un porteur sain en fait d'un trématode, c'est un ver, la Bucephalus larvaire, qui justement impacte lui après les cyprinidés de nos cours d'eau, notamment en seconde catégorie. Il y a la truite arc-en-ciel aussi, hein, donc espèce alloctone, originaire aussi des États-Unis, où avec cette espèce-là, on l'introduit volontairement dans nos cours d'eau pour satisfaire justement un besoin halieutique, hein, à la pêche. Mais c'est aussi, il peut être aussi vecteur justement, il peut aussi véhiculer des agents pathogènes comme la NHI et le SHV. Il y a aussi l'impact génétique, j'en ai parlé tout à l'heure, avec les différentes hybridations entre espèces. Il y a des introgressions génétiques. Et par rapport aux souches autochtones, ça peut porter à préjudice, et après notamment si les hybrides ne sont pas féconds. Alors les limites, en conclusion par rapport à la stratégie en matière des EE, les limites, il y a des limites réglementaires. Il faut dire qu'au niveau national, il y a quand même un manque d'arrêté qui est pris en application de l'article L411.3 du Code de l'environnement qui fait défaut, et ce qui crée justement un gros manque de protection, notamment vis-à-vis des espèces indigènes. Il y a aussi l'activité aquacole, avec la possibilité d'élever des espèces exotiques sous réserve d'agrément par rapport aux exploitations, par rapport aux pisciculteurs et par rapport aux exploitations aquacoles. Il y a aussi les plans d'eau ornementaux, justement, le cas des eaux closes, donc des milieux plutôt clos, avec des gestions piscicoles souvent anarchiques, où pour un besoin, pour assouvir justement un loisir, on peut introduire volontairement justement des espèces qui peuvent porter atteinte aux espèces indigènes. Et il y a aussi les limites sociétales, effectivement. Il y a une méconnaissance globale de la réglementation, hein, en vigueur, bien évidemment. Il y a aussi un manque de prise de connaissance du grand public. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment axer sur la sensibilisation, sur l'information, et puis aussi, comment dire, mettre le citoyen au premier plan et le faire participer activement en fait à la connaissance, et notamment à la propagation, ou du moins à la localisation de certaines espèces, notamment de nos cours d'eau. Et le développement, effectivement, le développement d'un loisir attractif, hein, tel que la pêche sportive, et les poissons, effectivement, d'origine exogène, qui ont un caractère, comment dire, agressif, et qui est plutôt plaisant pour l'amateur de la pêche. Alors les enjeux, l'amélioration de la connaissance est primordiale. On ne connaît pas tout encore sur toutes les espèces exotiques envahissantes, et notamment leur distribution spatiale. Il y a des gros efforts à faire dans la région Nord-Pas-de-Calais. En ce qui concerne les moyens de contrôle, donc lutte, éradication, essayer de circonscrire une population localisée, quels moyens on peut mettre en place en termes de plan de lutte, que ce soit au niveau régional, national ou européen, la méthodologie, les différents protocoles à adopter en fonction de telle ou telle espèce par rapport à son activité alimentaire, par rapport à sa biologie, par rapport à son cycle. Et surtout aussi, les gros points d'interrogation, c'est sur l'efficacité des mesures, et je rajouterais même aussi sur le suivi dans le temps et sur la mise en place aussi de programmes de surveillance. Il va falloir effectivement faire un effort aussi sur l'optimisation des outils juridiques, couplés à des mesures volontaires, surtout par rapport au monde associatif, s'ils veulent mettre en avant, établir des différents protocoles, justement, et être aidés par justement des textes réglementaires appropriés. Et la propagation des EE, effectivement, concernant le corridor bleu, hein, que sont les différents réseaux hydrographiques. Comment peut-on lutter justement contre des expansions géographiques quand c'est un milieu totalement ouvert? Alors les solutions, ça a été évoqué par l'Agence de l'eau. Effectivement, la restauration de la fonctionnalité écosystémique, ça paraît primordial, mais pas non seulement pour que ça bénéficie, pour que que les seuls bénéficiaires soient les espèces autochtones, mais justement en créant encore plus de capacités d'accueil et de production des espèces autochtones, celles-ci vont peut-être pouvoir rivaliser justement avec les espèces non indigènes qui ont été implantées. Et donc ça augmenterait justement la compétition interspécifique entre les espèces. Et donc ça serait une confrontation directe entre ces espèces exogènes et les espèces natives. Et ça diminuerait donc, a priori,
peut-être foncièrement les densités et la propagation de ces espèces exotiques envahissantes, et on retournerait justement sur un retour au processus naturel de régulation. Donc il faudrait qu'on se dirige effectivement sur une réelle gestion patrimoniale des milieux aquatiques. Et en conclusion, je citerai Stéphane Jourdan, l'interlocuteur précédent, qui a cité lors d'un colloque en 2005 que la principale espèce invasive auprès des milieux aquatiques, c'est l'homme avec un grand H. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.